Un claquement métallique et violent retentit lorsque le berger allemand gris et blanc, paniqué, se jeta contre la porte du chenil. Il venait d'attaquer un agent de la protection animale et à cet instant même, l'ordre d'euthanasie immédiate fut donné. Franklin, un homme qui avait vécu 15 ans dans l'isolement, ne s'arrêtant jamais de rouler son camion, coupa soudainement son moteur. Il sortit de son véhicule, ignorant l'agent qui hurlait. Il se contenta de fixer le chien, le visage pâle. Il ne voyait pas seulement un animal paniqué. Il reconnaissait un signe qu'il n'avait vu qu'une seule fois auparavant, juste avant l'explosion de la bombe en Afghanistan. Soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. Le silence dans la cabane de Franklin était plus qu'une simple absence de bruit. C'était une présence physique. C'était le son de 15 années qui s'écoulaient, un jour solitaire et délibéré à la fois. La seule chose qui le rompait était le sifflement du poêle à bois en hiver et le léger grondement du moteur de son vieux camion, un événement qui ne se produisait que 4 fois par an. Aujourd'hui était un de ces jours. Franklin se tenait près de l'unique fenêtre de la cabane, observant le soleil qui s'élevait au-dessus des sommets acérés de la chaîne de sangre de cristaux. C'était un homme d'une 50aine d'années, grand, et taillé dans un tissu mince et travailleur qui refusait de s'assouplir avec les années. Ses cheveux bruns, assez longs pour effleurer son col, étaient fortement poivrés de gris aux tempes. Une barbe et une moustache épaisse, légèrement négligées, couvraient un visage qui semblait sculpté dans du pain vieilli par les intempéries, marqué par des rides de privation, mais ses yeux, lorsqu'il prenait la peine de regarder quelqu'un, ne montrait aucune cruauté. Il enfila ses bottes, le cuir craquelé et sombre d'usage. Il passa une main dans ses cheveux, plaça une casquette usée sur sa tête et enfila sa vieille veste en cuir marron. Il la laissa ouverte, révélant la chemise à carreaux rouges et bleu marine en dessous. Il n'avait pas vérifié une liste depuis 15 ans. La liste était une cicatrice dans sa mémoire. Farine, sel, café, kérosène et carburant pour camion. Tout le reste était un luxe, et le luxe était une complication. Il était venu dans ces montagnes en 2005, cherchant une altitude suffisamment élevée pour échapper à l'homme qu'il avait été. Il avait quitté le monde d'en bas, et en retour, le monde avait accepté de le laisser tranquille. Son camion, un modèle vintage des années 90, protesta contre l'air froid du matin par un gémissement. Mais le moteur démarra. Franklin recula sur le chemin de gravier, ses mouvements précis et économes. La descente de la montagne était magnifique, une descente sinueuse à travers les trembles et les pins qui débouchaient sur la vaste mesa désertique. Franklin ne vit rien de tout cela. Il ne voyait que la route, ses mains légèrement posées sur le volant, son regard au loin. Il pénétra dans les faubourgs de Taos, une ville qui prospérait sur le tourisme artistique et une histoire dont il ne se souciait pas. Il planifiait ses trajets pour éviter les foules. Un mardi matin, hors saison était généralement sûr. Sa destination était un ancien magasin d'aliments et de fournitures pour animaux, en bordure de la ville, un endroit qui sentait la poussière et le fumier et qui ne posait pas de questions. Pour y arriver, il devait passer devant le refuge pour animaux du comté. C'était sa partie préférée du trajet. Il détestait cet endroit. C'était une boîte de béton sans fin. Il ne la regardait jamais directement. Il fixait toujours son regard de l'autre côté de la route, sur la sauge qui s'étendait jusqu'à l'horizon, et conduisait un peu plus vite aujourd'hui. Il ne put pas. Le son le frappa en premier, transperçant ses vitres fermées. Ce n'était pas le gémissement triste habituel. C'était un son brut, percussif, de jappements paniqués, entrecoupé d'un claquement lourd et rythmé. Était-ce le son d'un corps, un grand corps, se jetant contre du métal? Puis le cri aigu de douleur d'un homme, un cri qui allait à l'encontre de tous les instincts qu'il avait construits pendant 15 ans. Franklin ralentit le camion, le faisant s'arrêter sur le bas-côté en gravier à une 50aine de mètres de la porte grillagée du refuge. Il vit 2 hommes. L'un, en uniforme de comté, titubait en arrière d'une cage de transport sur le côté d'un camion. C'était David, un agent de protection animale,
et il tenait son avant-bras, le visage pâle de choc et de colère. Du sang suintait à travers la toile épaisse de sa manche. L'autre homme, plus âgé, avec le regard las d'un homme qui en avait trop vu, était Jared, le directeur du refuge. « David, est-ce que ça va? » »« Jared, c'est fini. » La voix de David était tendue de douleur. « Cette chose est enragée. Je veux qu'elle soit euthanasiée maintenant. Je ne la mettrai pas dans les chenilles. Tu ne peux pas m'y forcer. » Le regard de Franklin passa des hommes de la cage de transport. La source du chaos était un flou de fourrure grise et blanche, un grand berger allemand qui se débattait dans la cage avec une violence terrifiante et insensée. Il fonçait contre la porte métallique avec un bruit sourd et dégoûtant, se retournait et fonçait de nouveau. Il n'attaquait pas. Il essayait de sortir, essayait de s'échapper d'une prison invisible. La main de Franklin, qui reposait sur le levier de vitesse, se retourna. La voix dans sa tête disait, la voix qui l'avait gardé en sécurité pendant 15 ans, « Pas ton problème, pas ton monde, pars. » C'était précisément ce qu'il avait quitté le monde pour échapper au chaos, à la douleur, à la responsabilité. Il mit le camion en vitesse et appuya sur l'accélérateur. Il tourna physiquement la tête, prêt à reprendre la route. Il irait au magasin, prendrait ses provisions et serait de retour sur sa montagne avant midi. Il jeta un dernier coup d'œil dans son rétroviseur et se figea. Son pied quitta la pédale. Le camion tourna au ralenti. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la posture du chien. Il était un maître chien. Il connaissait les chiens. Il avait vécu, respiré et dormi avec des chiens pendant 2 décennies de sa vie. Ce n'était pas seulement de la colère. Il coupa le moteur. Le silence soudain de la cabine résonna à ses oreilles. Il sortit. Il resta près de son camion, ignorant les cris de David. Il regarda le chien et son sang se glaça. Les yeux du chien n'étaient pas plissés d'agressivité, mais grands ouverts. Les pupilles étaient dilatées, laissant voir le blanc autour de ses oreilles. Ses oreilles n'étaient pas en avant, pas provocantes. Elles étaient plaquées contre son crâne, si plates qu'elles disparaissaient presque dans son cou. Son corps ne tremblait pas de colère, mais d'une peur profonde et vibrante. Mais c'était sa tête. C'était la partie qui figeait le cœur de Franklin. Le chien n'était pas concentré sur les hommes. Il n'était pas concentré sur la porte du chenil. Il se débattait entre des tentatives d'évasion, sa tête se dressant, son museau pointé vers le ciel, scannant la ligne de toit du refuge, scannant l'horizon bleu vide, comme si la menace ne venait pas de lui, mais d'en haut. Il scannait. « Franklin », murmura-t-il, les mots perdus dans le vent. Il cherchait les hauteurs. L'odeur de diesel et de poussière chaude lui remplit les narines. Le matin clair du Nouveau-Mexique se dissipa. C'était 2005. La chaleur était un poids physique. Il était à Kandahar, l'air épais de terre pulvérisée. Il marchait environ 6 mètres derrière Max, son partenaire 4-9, son autre moitié. Max, un magnifique berger noir et fauve, avait traqué la ligne d'odeur sur un demi-mille. Soudain, Max s'arrêta. Il n'aboya pas, il ne grogna pas, il se figea. Ses yeux s'agrandirent, ses oreilles se plaquèrent. Et sa tête se dressa, scannant les toits du complexe en briques de boue qu'ils approchaient. Franklin avait attrapé sa radio. Max signale une menace majeure. Il scanne les toits. Un claquement aigu résonna d'un haut-parleur voisin, suivi du sifflement d'un mortier entrant. Le monde explosa. Franklin se tenait près de son camion, le son de David bourdonnant au loin. Il tremblait. Il ne pouvait pas respirer. Il ne voyait pas de cage de transport. Il voyait un mur en briques de boue. Il ne voyait pas de berger gris et blanc. Il voyait Max figé dans ce dernier moment de terrible certitude. Le chien dans la cage sauta de nouveau, et son cri aigu et strident de terreur n'était pas un aboiement. C'était un son de traumatisme profond. C'était précisément la réaction spécialisée au SSPT d'un chien entraîné au combat,
un chien qui avait appris que les menaces venaient d'en haut. Ce n'est pas ton problème, se dit Franklin, sa voix rauque, mais c'était un mensonge. Le souvenir l'avait ancré. L'esprit de Max dans cette cage ne le lâcherait pas. David hurla encore. « Prends la perche, on le met à terre ici. » Les jambes de Franklin semblaient être faites de plomb, mais il bougea. Il fit un pas lourd, non pas en arrière vers la montagne, mais vers Jared. « Attendez, dit Franklin. » C'était le premier mot qu'il avait adressé à un étranger en plus d'1 an, et le son de sa propre voix était aussi choquant que la scène devant lui. Le mot flotta dans l'air, mince et rêche d'inutilisation. « Attendez. » David se figea, sa main à moitié sur une perche de capture appuyée contre le mur du refuge. Jared, le directeur du refuge, tourna toute son attention vers l'étranger. Il connaissait cet homme. Tout le monde en ville le connaissait. Franklin, l'homme de la montagne, l'ermite qui achetait ses provisions en gros et ne parlait à personne depuis 5 ans, car le directeur Jared ne l'avait jamais entendu parler. Franklin fit un pas lent en avant. Ses vieilles bottes de travail faisaient des bruits silencieux sur le gravier. Il portait l'uniforme que Jared le voyait toujours porter. Un vieux jean bleu usé, une veste en cuir marron usé sur une chemise à carreaux et une casquette baissée. Il avait l'air mince, en bonne santé et profondément fatigué. « Puis-je vous aider? » demanda Jared. Sa voix était redevenue la calme professionnelle qu'il avait développée en tant que capitaine de police. Le regard de Franklin n'était pas sur Jared, mais sur la cage de transport. Le berger à l'intérieur avait cessé son attaque. Ses flancs se soulevaient et s'abaissaient. Sa poitrine était couverte de barbe et de mousse. « Le chien, » dit Franklin, sa voix basse et rauque. « D'où vient-il? » Le propriétaire l'a remis ce matin. Jared s'interposa entre Franklin et David qui étaient agités. David a dit qu'il était méchant. Il semblerait qu'il ait raison. Il vient de mettre hors de combat l'un de mes meilleurs agents. David serra son bras ensanglanté et cracha sur le gravier. Méchant. Cette chose est une menace, Jared. Elle a essayé de m'arracher le bras. Il faut l'abattre avant qu'elle ne blesse quelqu'un d'autre. Je veux que ce soit fait maintenant. Franklin ignora complètement David. Ses yeux étaient rivés sur le chien dans la cage. Il voyait la peur, il voyait la façon dont les pattes du chien saignaient à force de gratter le métal. Il voyait l'esprit de Max. « Il n'est pas méchant, » dit Franklin. « Ce n'était pas une opinion, mais un diagnostic. Il est terrifié. » Jared poussa un long soupir las. Il avait déjà entendu cela de la part de bénévoles bien intentionnés qui voyaient du potentiel dans chaque cause perdue. Terrifié, méchant, ça se ressemble souvent de ce côté des barreaux. Je fais ça depuis 20 ans, d'abord dans la police, maintenant ici. Je connais ce regard. Ce chien, il fit un signe vers le chenil. Il est au-delà de toute aide. Il est allé trop loin. C'est un fardeau que nous ne pouvons pas nous permettre et un danger pour mon personnel. La meilleure chose que nous puissions faire maintenant est de le mettre à terre humainement. Un silence pesant s'installa. Franklin regarda du chien à Jared, puis de nouveau au chien. Il vit la finalité dans les yeux de Jared, la colère dans ceux de David et la panique dans ceux de Wolf. Il sentit le poids familier de l'échec le presser, le même poids qui l'avait écrasé en 2005. Il avait abandonné Max. Il s'était enfui du monde, et maintenant, la première fois qu'il s'arrêtait de courir, on lui disait de fuir aussi. « Laissez-moi essayer, » dit Franklin, les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter. David laissa échapper un bref rire incrédule. « Essayez quoi? Vous faire tuer? Ce berger vous tranchera la gorge, vieil homme. » Jared se contenta de le regarder, perplexe. La situation était passée d'une urgence standard à quelque chose d'étrange. « Monsieur Franklin, n'est-ce pas? Essayez quoi exactement? Que faites-vous? » La mâchoire de Franklin se serra. Il n'avait pas prononcé ces mots à voix haute à quelqu'un d'autre depuis qu'il avait enterré son uniforme. La confession lui donnait l'impression d'une cicatrice rouverte. « J'étais maître chien, dit-il, sa voix s'abaissant encore. « K9.
Les deux lettres changèrent l'atmosphère. La moquerie de David mourut. Jared, l'ancien policier, regarda soudain l'étranger sous un nouveau jour. Il vit la façon dont Franklin se tenait, non pas agressif, mais parfaitement équilibré. Il vit l'autorité silencieuse qui avait toujours été là, cachée sous la barbe et l'isolement. « K9, répéta Jared, savourant le mot. Il prit une décision. « David, va à la clinique, fais recoudre ce bras. » « C'est un ordre. Mais Jared, le chien, je m'occuperai du chien. » Va-t'en, la voix de Jared avait l'acier d'un homme habitué à être obéi. David lança un regard furieux à Franklin, se retourna finalement et se dirigea vers son camion, vraisemblablement pour se rendre à la clinique d'urgence. Jared se retourna vers Franklin. Il a raison sur une chose. C'est un risque. Je ne peux pas vous laisser entrer dans ce chenil. Mon assurance, mon conseil de comté, il me fermerait. Franklin hocha la tête. Je n'ai pas besoin d'entrer. Il est toujours dans l'unité de transport. Laissez-le, donnez-moi juste de l'espace. Et avez-vous un tabouret? Un simple tabouret en bois? Dans le petit bureau à l'avant du refuge, Meredith, la nouvelle assistante vétérinaire, avait observé tout le drame à travers les stores. Sa main était devant sa bouche, choquée par la blessure de David et la pure violence du chien. Elle était jeune, idéaliste, et craignait ce qui allait arriver ensuite. L'aiguille de la marche calme et lourde vers le congélateur. Maintenant, elle regardait, complètement perplexe, son patron Jared se diriger vers l'entrepôt d'aliments et en rapporter un vieux tabouret de traite à 3 pieds. Elle regarda Franklin prendre le tabouret. Il se dirigea calmement vers un endroit sur le gravier, à environ 3 mètres de la cage de transport sur le camion. Il ne regarda pas le chien. Il s'assit, se positionnant de manière à être partiellement tourné, offrant son côté, et non une posture directe et confrontante. Le chien, qui avait été silencieux en observant l'échange, paniqua de nouveau en voyant ce nouvel humain s'installer. Il commença à aboyer d'un son profond et explosif de terreur qui semblait secouer le camion. Il sauta sur les barreaux, claquant le métal avec un bruit lourd et solide. Franklin ne recula pas. Il ne regarda pas. De la poche intérieure profonde de sa veste en cuir, Franklin sortit un très vieux livre de poche aux pages cornées. La couverture était manquante, les pages jaunies. Il l'ouvrit à une page marquée et commença à lire, ou du moins, il semblait lire. Ses yeux étaient fixés sur la page, mais tout son être, chaque nerf, était accordé à l'animal à 3 mètres de lui. Il était un îlot de calme absolu au milieu de la tempête. Dans le bureau, Meredith se tourna vers Jared. « Qu'est-ce qu'il fait? Ce chien va avoir une crise cardiaque. Il l'ignore. » « Non, dit Jared, ses yeux plissés d'une intense observation. Il ne l'ignore pas. Il la survit. Observez le rythme frénétique du berger commencer à se rompre. Il fonçait, aboyait et claquait le métal et n'était confronté à rien. Pas de cris, pas de perche qui cliquette, pas de menace. Juste l'odeur d'un homme calme et le murmure du vent. Il sauta de nouveau, aboya, s'arrêta, il fixa l'homme, l'homme tourna une page. Le chien lâcha un son frustré et confus, moitié aboiement, moitié gémissement. Il fut accueilli par un langage qu'il ne comprenait pas. Une neutralité absolue. L'aboiement furieux se réduisit à un grognement bas et grondant. Le chien était toujours tendu, une boule de peur, mais la panique aveugle s'estompait. Franklin tourna lentement une autre page sans lever les yeux. Le grognement s'arrêta. Le berger haletait maintenant, ses flancs humides, sa langue pendante. Il était épuisé. Il glissa sur le ventre, mais sa tête était toujours levée, les oreilles tournées, les yeux fixés sur l'homme étrange et silencieux. La confusion avait remplacé la peur. Cet humain brisait toutes les règles. Il n'était pas une menace. Il n'était pas un réconfort. Il était juste là. La respiration rapide et superficielle du chien devint plus profonde. Elle passa d'une panique pure de fuite ou de combat à une observation tendue et épuisée. Franklin resta là pendant 1 heure.
Le soleil montait plus haut, chauffant le gravier. Il tourna encore 3 pages. Les seuls sons étaient l'autoroute lointaine et le tintement occasionnel d'une étiquette du bâtiment principal du chenil. Finalement, Franklin referma lentement son livre. Il le remit soigneusement dans sa poche. Il se leva, ses mouvements détendus. Le chien se tendit immédiatement, se redressant. Un léger grognement commença, profond dans sa poitrine. Franklin ne le regarda pas. Il ramassa le tabouret, son dos toujours largement tourné vers l'animal, et retourna au bureau. Il s'arrêta devant Jared, qui était sorti à sa rencontre. C'était quelque chose, dit Jared, incertain de ce qu'il fallait dire d'autre. Et maintenant? Franklin regarda au-delà de lui vers les montagnes qui étaient son refuge. Je reviens demain. Il marcha jusqu'à son camion, monta et démarra le moteur. Il s'éloigna, Jared et Meredith le regardant fixement. Dans la cage de transport, Wolf, le berger gris et blanc, s'allongea. Pour la première fois depuis des jours, il avait connu un vrai silence lourd. Ses yeux ne quittaient pas l'endroit où l'homme silencieux avait été. Le lendemain matin, il revint. Au moment où le soleil quittait les montagnes, le vieux camion s'arrêta au même endroit. Jared, qui buvait du café à la porte du bureau, fit un bref signe de tête. Franklin lui rendit l'appareil. La reconnaissance était tout ce dont ils avaient besoin. Jared avait déplacé le berger gris de l'unité de transport vers un chenil en béton sécurisé dans l'aile de quarantaine. Celui-ci était isolé, donnant de l'espace aux chiens et assurant la sécurité du personnel. Le tabouret à 3 pieds attendait Franklin, juste à l'entrée de l'aile. Franklin le ramassa et se dirigea vers l'enclos. Wolf était déjà une tempête de bruit. Au moment où il avait vu le camion, les aboiements profonds et percussifs avaient commencé. Il se jeta contre la clôture grillagée. Ses dents dénudées, le son d'un métal désespérément claquant contre du métal. Franklin fit exactement ce qu'il avait fait de la veille. Il plaça le tabouret à 3 mètres, s'assit, tourna son corps de côté et ouvrit son livre. Il lisait, ou il semblait lire. Il suivait les lignes sur la page, mais ses sens étaient entièrement concentrés sur l'animal. Les aboiements frénétiques continuèrent pendant 20 minutes. Puis, comme avant, le rythme s'interrompit, se brisa. Le chien fut accueilli par un calme exaspérant et incompréhensible. Les aboiements se réduisirent à un grognement bas et thoracique. Wolf recula de la porte, ses pattes légèrement ensanglantées sur le béton. Il se retira dans le coin le plus éloigné, s'allongea, mais garda la tête haute, les yeux fixés sur l'homme silencieux. Franklin tourna une page. C'était leur nouvelle routine. Elle dura encore 2 jours. Franklin arrivait, Wolf explosait dans une démonstration de peur et de rage défensive. Franklin s'asseyait. La rage s'épuisait d'elle-même, brûlant contre le silence profond de l'homme. Puis le silence lourd et tendu durait des heures. Puis Franklin partait. Le 3e jour de ce rituel, un vendredi, quelque chose changea. La première explosion de Wolf fut de plus courte. Elle ne dura que 5 minutes. Puis le chien se retira dans son coin, s'allongeant et posant sa tête sur ses pattes, bien que chaque muscle de son corps restât tendu, prêt à bondir. Franklin le regarda du coin de l'œil. Il sentit le changement. Le chien n'était plus seulement paniqué. Il était frustré. Il attendait le prochain pas, la menace qui finirait toujours par arriver. Franklin referma lentement son livre et le posa sur le gravier à côté du tabouret. Il regarda le chien, non pas directement dans les yeux. C'était un défi, mais dans ses oreilles. Il avait revécu Kandahar ces 3 derniers jours, revécu Max. Il se souvint de la langue qu'ils avaient partagée, un monde privé construit sur des ordres allemands et de subtils changements de poids, un langage de confiance qu'il n'avait pas parlé depuis 15 ans. Sa gorge lui semblait épaisse, rouillée. Assis, dit-il, le mot était un murmure bas et rauque, à peine plus fort que le vent. La tête de Wolf se releva, ses oreilles, qui s'étaient rétractées de peur, se redressèrent immédiatement,
tournant comme des paraboles radars, essayant de trianguler le son. Il ne s'assit pas. Il se redressa, confus. Connaissait-il ce mot? Il était profondément enfoui sous le traumatisme. Mais il était là. Franklin garda sa voix basse, rythmique, presque comme une prière, avec les tons d'un éloge calme, non pas un ordre sec. Assis, bon garçon. Assis, bon garçon. Tout le corps de Wolfe était une question. Il recula, claqua contre le mur et laissa échapper un seul aboiement confus. Plate, marmonna Franklin, la douleur dans sa poitrine. À terre. Il se souvint de l'avoir dit à Max, dans le ventre d'un cylindre 30, la vibration du sol. Le corps chaud de Max, une présence solide contre sa jambe. Bleb, murmura Franklin, reste. Il ne donnait pas un ordre à ce chien. Il communiquait avec un esprit. Il parlait aux soldats qu'il savait être piégé dans cet animal terrifié. Wolfe fit les 100 pas, gémissant. Les sons de son traumatisme luttaient contre la mémoire musculaire de son entraînement. Depuis le bureau, Meredith regardait, une tasse de café refroidissant dans ses mains. Elle avait vu l'étrange routine de Franklin, mais aujourd'hui, elle avait entendu les mots. Elle avait vu la réaction électrique immédiate du chien. Elle prit une décision. Elle attrapa une deuxième tasse, la remplit et sortit. Franklin l'entendit s'approcher sur le gravier et tout son corps se tendit. Il détestait les intrus. Il était dans un espace délicat et fragile, et c'était une interruption dont il n'avait pas besoin. Monsieur Franklin. Il ne se retourna pas. Meredith s'arrêta à quelques mètres. Je vous ai apporté du café. Il fait froid ici. Vous n'avez pas bougé depuis des heures. Il se retourna lentement. Il vit la jeune femme, son visage ouvert et gentil, ses yeux pleins d'inquiétude. Mais ce n'était pas de la pitié. Il hésita, puis prit de la tasse. « Merci. Je vous ai entendu, » dit-elle, hochant la tête vers le chenil, le berger allemand. « Je pense que vous avez raison à son sujet. Je crois savoir pourquoi vous avez raison. » Franklin la regarda, ses sourcils froncés. « Il a été abandonné, » dit Meredith, la voix basse. « Il y a 5 jours. L'homme qui l'a amené, il était terrible. Il a fait éruption, traînant le chien par une chaîne étrangleuse, disant qu'il était cassé et incontrôlable. Il a dit que si nous ne le prenions pas, il l'abattrait. Nous n'avions pas le choix. » Elle prit une inspiration. L'homme était en colère. Il a jeté une pochette en plastique contenant des papiers sur le comptoir, disant que c'était un déchet inutile. Je suis la coordinatrice d'admission. J'archive les papiers. Meredith fouilla dans la poche de son uniforme. Elle en sortit une pochette en plastique transparent, pliée et usée. J'ai scanné la micropuce. C'était restreint, enregistré auprès d'une firme de sécurité privée. Mais ces papiers, c'étaient ses papiers de décharge. Elle les tendit à Franklin. Ses mains, normalement si fermes, eurent un léger tremblement. Il fit passer les papiers à travers le plastique. Il vit l'emblème du ministère de la Défense. Il vit un formulaire DD-109, le dossier médical du chien. Il vit le certificat de décharge. KNMVID 42, non. Wolfe, statut. Chien de travail militaire polyvalent. Chien libéré en 2023. C'était un soldat, murmura Meredith, les larmes lui montant aux yeux. Il a servi et il a été adopté par cet homme qui lui a fait ça. David, l'officier qui a été mordu, il a vérifié les plaques d'immatriculation de l'homme. Il a des antécédents de plainte pour négligence animale. Il a battu ce chien, Franklin. Il a battu un héros. Franklin fixa les papiers, une colère froide et lente commençant à remplacer le chagrin dans sa poitrine. Il avait déjà vu cela. Les MWD étaient des héros sur le terrain, mais s'ils développaient un SSPT, s'ils se cassaient, ils étaient parfois jetés, passés de main en main, jusqu'à ce qu'ils cèdent. Il regarda Wolfe, qui les observait du coin, toujours tremblant. Ce n'était pas n'importe quel chien. Ce n'était pas seulement un reflet de Max. C'était l'un des siens. Le sentiment d'un lien fané, d'une responsabilité à laquelle il ne pouvait échapper, s'installa sur lui comme un poids physique.
Il ne sauvait pas seulement un chien, il sauvait un autre vétéran. Il rendit la tasse à Meredith. Merci, madame, pour le café. Et pour ça. Il se retourna et se dirigea vers son camion. Meredith pensa que ses épaules raides étaient un signe de défaite, mais il n'ouvrit pas la porte du conducteur. Il ouvrit la porte passager. D'une petite glacière sur le sol, il sortit un paquet emballé dans du papier d'aluminium. Il retourna au chenil. Wolfe se tendit, s'attendant à une menace. Franklin s'agenouilla, ignorant la saleté sur le béton. Il ne jeta pas la nourriture. Il n'essaya pas de la forcer. Il parla d'un ton bas et calme. « Bon garçon, c'est pour toi. Bon garçon, c'est pour toi. » Il fit glisser le petit paquet, contenant des foies lyophilisées de haute qualité, juste à l'intérieur de la porte. Il resta là, une offrande silencieuse. Puis il recula. Il ramassa son tabouret, retourna à sa place et ouvrit son livre. Il donna au chien la dignité de la distance. Wolfe fixa le paquet. Il fixa Franklin. Il regarda de nouveau le paquet, son nez noir frémissant. Il était clairement affamé, mais la peur était plus forte. Il fit les 100 pas, gémissant, regardant la nourriture, puis l'homme. L'épreuve dura 2 heures. Finalement, le soleil commença à descendre derrière le toit du refuge. Il était temps. Franklin referma son livre. Il se leva, posa le tabouret contre le mur et se dirigea vers son camion sans un regard en arrière. Le lendemain matin, à l'arrivée de Franklin, la première chose qu'il fit fut de regarder l'enclos. Le paquet de papier d'aluminium avait disparu. À sa place, il y avait de petits fragments déchirés, léchés. Franklin hocha la tête puis se dirigea vers le bâtiment de stockage, ramassa son tabouret et s'assit. Il sortit son livre de sa poche et de son autre poche, il sortit un nouveau paquet de papier d'aluminium et le posa sur le sol à côté de lui. De lui, en attendant 5 jours. La nouvelle routine tint bon. C'était une paix fragile, bâtie sur le silence et les friandises au foie. Franklin arrivait juste après le lever du soleil. Wolfe attendait, n'explosant plus de panique, mais se tenant tendu derrière son enclos, émettant un léger gémissement anxieux qui vibrait d'un traumatisme inexprimé. Franklin posait son tabouret. Il l'avait déplacé. Il était maintenant plus près, peut-être à 1,80 m de la porte, et il avait ajouté une nouvelle étape cruciale. Il s'asseyait, livre en main, et lentement, pendant 1 heure, il étendait sa main gauche et la laissait reposer, paume tournée vers l'extérieur contre la grille. Il ne regardait pas le chien. Il offrait seulement son odeur, une présence stationnaire et non menaçante. La réaction de Wolfe fut une guerre avec lui-même. Il faisait les 100 pas, reniflait et laissait échapper de courts aboiements frustrés, comme s'il était furieux de sa propre incapacité à chasser cet homme calme. Mais chaque jour, sa curiosité l'emportait et il rampait de plus en plus bas, le ventre près du sol, jusqu'à ce qu'il soit juste de l'autre côté de la clôture. Il reniflait l'air près de la main de Franklin, son nez noir frémissant, avant que sa propre peur ne le ramène dans le coin. Franklin ne bougeait pas. Il laissait simplement sa main sur la grille, une statue vivante de patience. Chaque matin, Meredith observait ce balai lent et douloureux depuis la fenêtre du bureau, son cœur partagé entre espoir et désespoir. Elle avait vu Franklin faire glisser le paquet de papier d'aluminium de ce matin sous la clôture et Wolfe attendre seulement 10 minutes, et non 2 heures, avant de s'en emparer quand il pensait que Franklin lisait. C'était un progrès. C'était lent et torturant, mais c'était réel. Le matin du 6e jour, la paix fut brisée. Le bruit d'un camion s'engageant sur le terrain de gravier fit lever la tête de Franklin. Ce n'était pas la berline silencieuse de Jared. Le crissement des pneus était lourd et agressif. Un véhicule du comté, le logo clairement visible sur la porte, s'arrêta brusquement. David en sortit. Il portait son uniforme, mais son bras était enveloppé d'un épais bandage blanc, sa main sortant gonflée et bleue. Il tenait un presse-papier dans sa bonne main, le serrant contre sa poitrine comme un bouclier.
Son visage était pâle, ses yeux sombres de colère et d'une peur profonde et troublante. Au moment où Wolf le vit, les 5 derniers jours furent effacés. Le chien bondit dans une explosion furieuse et désespérée de gris et de blanc. Il frappa la porte avec un cliquetis assourdissant, ses dents dénudées, grognant et claquant contre l'homme qui était la source de sa douleur, passée et présente. David recula, un mouvement de recul aigu et involontaire. Cette expression réflexe de peur sembla alimenter sa rage. « Voyez !» cria-t-il, non pas à Franklin, mais au monde entier. « Toujours un monstre. Je vous l'avais dit, Jared. Je vous l'avais dit. » Jared sortit du bureau, le visage sombre. Il s'attendait clairement à cela. « David, calme-toi. Tu l'agaces. Je l'agace? » La voix de David se brisa. Il leva le presse-papier. « C'est officiel, Jared. Le rapport a été déposé. Incident d'agression de niveau 4. Obligatoire. Notre compagnie d'assurance a reçu le rapport hier. » Il pointa du doigt le chien qui grognait. « Il menace de rompre tout le contrat avec le comté. Pas seulement le refuge, tout le comté. Tout ça à cause de cette... » Jared se tourna vers David. « David, nous faisons des progrès. Cet homme, Franklin, est un maître chien expérimenté. Le chien est un ancien MWD. Je me fiche qu'il soit un général 4 étoiles. » cria David, les yeux écarquillés. « C'est un fardeau. Le conseil du comté est d'accord. Ils ont tenu un vote d'urgence. » Il poussa le presse-papier vers Jared. « Vous avez 7 jours, c'est l'ordre. » Franklin s'était levé, les pieds de son tabouret produisant un léger grincement sur le gravier, un son qui fendait l'air tendu. Wolf entendit son protecteur bouger, se tut, bien que son corps fût toujours recroquevillé, tremblant. 7 jours pourquoi? La voix de Franklin était douce, et elle portait. David se tourna vers lui, son regard glissant sur Franklin avec mépris. 7 jours avant qu'il ne soit abattu. C'est la loi. Euthanasie comportementale. Et ce sera moi qui signerai les papiers. C'est mon droit en tant que victime. Il sourit d'une expression fine et amère, qui ne contenait aucune victoire, seulement de la douleur. Il frappa le presse-papier contre la poitrine de Jared. « Ma vacation commence lundi prochain. Je m'attends à ce que ce soit fait. » Il se retourna, remonta dans son camion et partit, laissant un nuage de poussière. Jared fixa les papiers, ses épaules s'affaissant. Franklin fixa le chenil. Wolf s'était retiré dans le coin, son attaque ratée le laissant haletant et vaincu. Le poids de 15 ans de Kandahar, de chaque échec, s'effondra sur Franklin. Une minuterie, et une date limite de 7 jours. Une vie dont il était responsable et qui lui échappait. Il avait fui cela, et cela l'avait tout de même trouvé. « Jared, » dit Meredith en sortant du bureau, le visage pâle. « Il ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? » « Il vient de le faire, » dit Jared d'une voix neutre. Il regarda Franklin. « Il a raison. Le comté a la main. Je suis lié. C'est un ordre légal. 7 jours, dit Franklin, la voix caverneuse. Ce n'est pas assez de temps. Ce n'est pas assez de temps pour le guérir. Attendez. » Meredith s'avança. Elle lut le document officiel dans la main de Jared, ses propres yeux. Elle désigna une sous-section. « Franklin, écoutez-moi. » Jared, regardez. Ce n'est pas juste une condamnation à mort. Elle attrapa le papier. L'objectif n'est pas de le guérir. C'est impossible. J'ai lu les petits caractères. Elle regarda Franklin droit dans les yeux. Sa voix devint soudainement puissante. L'ordre est d'euthanasier, à moins qu'il ne puisse être considéré comme maniable pour un transfert. Nous n'avons pas besoin d'en faire un animal de compagnie. Nous avons juste besoin de prouver qu'il peut être contrôlé. Le regard de Franklin devint plus vif et plus contrôlé. « Oui, » dit Meredith, une nouvelle énergie frénétique dans sa voix. « Il doit accepter une muselière de manière fiable, et il doit pouvoir marcher en laisse sans faire de débordement. De ce chenil à un véhicule de transport, c'est la faille. Si nous pouvons filmer cela, si nous pouvons documenter qu'il est maniable, je peux légalement le transférer dans un centre de refuge spécialisé pour MWD au Colorado. »
Jared leva les yeux, une étincelle de son ancien esprit de capitaine s'allumant. Celui près de Boulder? J'en ai entendu parler. Et ont des spécialistes, justement. Meredith a dit que c'était une chance sur 1 million. Il ne nous laissera même pas nous approcher de la porte avec une gamelle. Franklin regarda Wolfe. Le but abstrait et impossible de la guérison s'évanouit. À la place, il y avait une mission concrète et tangible. Muselière, laisse, marche, cela, il le comprenait. C'était un profil de mission. Plus tard dans l'après-midi, le refuge était silencieux. Franklin n'était pas parti, il était assis sur son tabouret. Mais son intensité était différente. Il n'attendait plus. Il planifiait. À l'intérieur du bureau, Meredith faisait les 100 pas. « Je ne comprends pas, David. Comment peut-il être si cruel? Il déteste ce chien. » Jared était assis à son bureau, fixant le mur. Son visage était une carte d'épuisement. Il ne déteste pas le chien, Meredith. Il est terrifié. Et il a le droit de l'être. Meredith cessa de faire les 100 pas. « Que voulez-vous dire? » « Il y a environ 5 ans, dit Jared, sa voix basse, avant que je ne sois directeur, David était l'agent principal sur une opération de sauvetage. Un pit mix à sauver. Le propriétaire avait juré qu'il était simplement effrayé. David est entré dans la maison. Le chien l'a attrapé, l'a mis à terre. Ce n'était pas une morsure, c'était une agression. La main de Meredith se porta à sa bouche. 60 points de suture à la jambe, continua Jared. 40 au bras. Lésion nerveuse. Il a été sans travail pendant 8 mois. Le médecin a dit qu'il ne pourrait plus jamais utiliser sa main pleinement. Il leur a prouvé le contraire, mais ça lui a coûté tout ce qu'il avait. Jared, le chien, dit Jared, il avait juste peur. Mais les chiens effrayés sont les plus dangereux. David est retourné au travail. Tout le monde disait que c'était un héros, mais il n'a plus jamais été le même. Il se fie aux règles, pas aux instincts. Il voit un loup, mais il ne voit pas un vétéran. Il voit l'animal qui a failli lui coûter son bras, sa carrière. Il voit un monstre. Jared se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les deux silhouettes dans le soleil de fin d'après-midi. Ce qui se passe là-bas, Meredith, ce n'est pas l'homme contre le chien. C'est le traumatisme de Franklin contre le traumatisme de David. Et je suis coincé au milieu. Il a 7 jours. Dehors, Franklin fixait lentement une muselière tactique noire usée à l'extrémité d'un long bâton léger. Il n'essayait pas de toucher Wolfe. Il la maintenait juste à quelques centimètres de la porte, laissant le chien renifler ce nouvel objet étrange avant de la retirer. L'horloge tournait, le refuge fonctionnait désormais sur 2 horloges, la vraie au mur et celle que Franklin portait dans ses entrailles, 6 jours restants. Il n'était pas rentré chez lui. Le trajet de 90 minutes aller-retour sur la montagne était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Il dormait dans la cabine de son camion, adossé au siège usé, se réveillant toutes les quelques heures quand la température baissait. Ses os lui faisaient mal. La première chose qu'il fit au lever du soleil fut de prendre son tabouret. Il intensifia la thérapie. Il déplaça le tabouret plus près. Il était à 4 pieds de la porte maintenant, bien à l'intérieur des limites reconnues du chien. La réaction de Wolfe à cela fut électrique. Le léger grognement était constant. Il ne pouvait pas se détendre. Il faisait les 100 pas en petits cercles frénétiques, mais il ne fonçait pas. Le calme de Franklin était un bouclier. L'agressivité du chien ne pouvait pas le pénétrer. Puis vint la muselière. Franklin l'avait amenée le 6e jour. Une muselière tactique noire de style panier, du genre utilisé pour l'entraînement des MWD. Il l'avait attachée à un simple poteau en bois, non pas comme une arme, mais comme une extension, un outil de désensibilisation. Il était assis sur son tabouret, son livre non ouvert sur ses genoux. Il poussa lentement et silencieusement le poteau à travers la grille. La muselière reposait sur le béton, à 6 pouces à l'intérieur. Wolfe réagit immédiatement. Il se précipita vers le mur du fond, ses griffes émettant un grincement sur le sol. Un gémissement aigu et anxieux s'échappa de sa gorge.
Il fixa la muselière, tout son corps tremblant. C'était l'outil de son agresseur. C'était le présage de la douleur. Franklin laissa là. Il ne dit rien. Il la tint juste immobile pendant 1 heure. C'était une bataille de volonté, mais pas d'agression. C'était la patience de Franklin contre le traumatisme du chien. En milieu d'après-midi, la peur de Wolf l'avait épuisé. Il était toujours dans le coin, mais sa tête était baissée. Il regardait la muselière, puis Franklin. L'homme à la muselière, l'homme à la muselière. Son cerveau traumatisé essayait de lier les deux. La muselière, c'était la peur, mais l'homme, c'était le foie séché. L'homme, c'était la voix basse et calme. L'homme, c'était le premier humain qui n'avait pas essayé de lui faire du mal. C'était le conflit que Franklin devait gagner. Il retira lentement la muselière. Au moment où elle disparut, la tension dans le corps de Wolf diminua de moitié. Puis Franklin fit la chose la plus difficile. Il posa sa main gauche nue contre la clôture grillagée. Wolf le regarda. Il s'avança de quelques pas. Il renifla l'air. Il était assez près pour sentir le cuir de la veste de Franklin, l'odeur de la fumée de pain sur ses vêtements, la faible odeur salée de sa peau. Le chien s'approcha. Il étendit son cou, son nez noir frémissant à 1 pouce du fil. Il renifla la main. Franklin ne bougea pas. Il ne respira pas. La langue de Wolf, rose et hésitante, sortit et lécha le fil là où la main de Franklin reposait. Puis, terrifié par son propre courage, le chien s'enfuit vers le coin. Franklin laissa échapper une respiration qu'il ne savait pas retenir. Il resta encore 2 heures, sa main sur la porte, une promesse silencieuse. La journée se termina, 5 jours restants. Le refuge se vida. Les bénévoles partirent. Jared rentra chez lui, adressant à Franklin un salut fatigué en verrouillant la porte d'entrée. Seule Meredith resta. Elle était à la clinique, rattrapant la paperasse qui s'était accumulée pendant le drame de la semaine. Le doux bourdonnement des lumières fluorescentes du bâtiment était le seul son, interrompu par le jappement triste et occasionnel de l'aile d'adoption principale. Vers 21 heures, elle prépara une nouvelle cafetière. Ses mouvements étaient lourds de fatigue. Elle versa 2 tasses. Elle trouva Franklin là où elle savait qu'il serait. Il était toujours sur son tabouret dans l'unité de quarantaine. Les lumières du couloir projetaient de longues ombres sinistres. Il portait sa veste, la vieille veste en cuir marron zippée contre le froid de la nuit. Il ne lisait pas. Il était simplement assis, sa main posée sur la clôture de l'enclos de Wolf, et à l'intérieur, Wolf dormait, non pas un vrai sommeil profond, mais le repos épuisé et agité d'un animal traumatisé. Il était allongé à 1,80 m de la porte. Son museau était tourné vers la main de Franklin. Meredith s'approcha lentement. Ses chaussures à semelles souples ne faisaient presque aucun bruit. « Il dort », murmura-t-elle, la voix pleine d'émerveillement. Franklin tourna la tête. Son visage était dans l'ombre et il se contentait de se reposer. « Il se réveille si je bouge. » Elle lui tendit une des tasses. Il la prit, ses doigts froids s'enroulant autour de la chaleur. Il la tenait, semblant aspirer la chaleur dans ses mains. « Tu devrais rentrer à la maison, » dit Meredith doucement, s'appuyant contre le mur opposé. « Tu as l'air épuisé. »« Toi aussi ?» répondit Franklin. Sa voix était un léger grondement. Meredith laissa échapper un bref rire amer. « Oui, enfin, ce fut une longue journée. » C'est toujours une longue journée. Elle but une gorgée de son propre café. « Je devais. J'ai dû euthanasier 3 chiens cet après-midi. Pas à cause d'agressivité, mais à cause de l'espace. Trop vieux, trop malade, trop inadaptable. Nous sommes pleins. Nous sommes toujours pleins. » Elle regarda dans sa tasse. « Parfois, je me demande ce que nous faisons ici de toute façon. Nous en sauvons un, et il en arrive 5 de plus. Je rédige des rapports, je fais des injections, je nettoie des chenilles, puis je les serre dans mes bras quand ils partent. Ça semble parfois inutile, comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère. » Sa voix était épaisse d'une fatigue qui allait au-delà de la fatigue physique. C'était de l'épuisement.
Franklin reconnut que c'était l'épuisement du cœur. Franklin la regarda. Il vit ses yeux sincères et fatigués, la légère tache de saleté sur sa joue. Elle était jeune et elle portait un poids trop lourd pour elle. Il regarda Wolf, dormant de manière agitée près de la clôture. Il regarda sa propre main, celle en qui le chien avait presque confiance. « Tu n'es pas seul, dit-il. » Les mots le surprirent. Meredith leva les yeux, ressentant cela. Il éclaircit son regard errant vers un point sur le sol en béton. L'inutilité. Il resta silencieux pendant un long moment, sirotant le café chaud. Le seul son était le bourdonnement des lumières. « J'avais un partenaire, dit Franklin, sa voix si douce que Meredith dut se pencher en avant. Max. Il n'était pas comme les autres chiens. Il était plus intelligent. Il était meilleur. Il sourit. Une légère moue triste de ses lèvres sous la barbe. Il pouvait suivre une cible sur 3 clics du désert aride dans une tempête de sable. Il aimait le travail. Il m'aimait. Et je l'aimais plus que la plupart des gens, je suppose. Les yeux de Meredith s'adoucirent. C'était ton K9 à la guerre. C'était mon K9. Franklin hocha la tête. C'était mon meilleur ami. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Je lui devais tout. Le silence s'étendit de nouveau. La main de Franklin, celle qui ne tenait pas la tasse, se serra en un point. Il la fixa, comme s'il voyait quelque chose sur ses jointures. Puis c'est arrivé. Les rapports disaient que c'était inévitable, et j'avais juste de la malchance. Le genre de choses qui arrivent là-bas. Il prit une inspiration tremblante. L'air nocturne du refuge sembla soudainement être l'air raréfié et chaud de Kandahar. « Mais ils ne le savent pas, murmura-t-il. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas dans ma tête. » Il leva les yeux, et pour la première fois, Meredith vit la douleur brute de 15 ans qu'il cachait. Ses yeux étaient clairs, les traits durs de son visage brisés par une vulnérabilité terrible à voir. « C'était évitable, dit-il, sa voix se brisant. J'étais fatigué. Nous l'étions tous. Nous poussions un 20 heures. La chaleur, il faisait plus de 120 degrés. Max avait alerté. Il m'avait donné. Je voyais le signe, subtil, mais je savais qu'il me disait que quelque chose n'allait pas. Il baissa les yeux, plissant les yeux. Mais j'ai hésité. Une partie de moi pensait, peut-être qu'il est juste beau, peut-être qu'il est fatigué. Je l'avais remise en question. Je l'avais remise en question. Max, Franklin, murmura Meredith, le cœur brisé. J'aurais dû me retirer. J'aurais dû appeler les Yehudi, mais je ne l'ai pas fait. Sa voix était étouffée. J'ai donné un mauvais ordre. Je lui ai dit de faire attention. Je l'ai envoyé encore quelques mètres plus loin. Je l'ai envoyé à la mort. Il ouvrit les yeux. La culpabilité de 15 ans s'écoula. Je l'ai fait tuer, Meredith. J'ai donné un mauvais ordre et j'ai fait tuer mon partenaire. C'est la vérité. C'est moi qui suis brisé. Pas ce chien, moi. Il se détourna d'elle. Ses épaules s'affaissaient alors qu'il fixait le chien endormi dans le chenil. Un vétéran non défini par son service, mais par la seule erreur terrible qu'il ne pourrait jamais fuir. Meredith resta assise avec lui dans le couloir froid et silencieux pendant un long moment. Le poids de sa confession planait dans l'air. Un fantôme de 15 ans prenant une nouvelle vie. Elle n'offrit pas de platitudes vaines. Elle ne dit pas ce que n'était pas ta faute. Elle comprenait mieux que quiconque le fardeau écrasant de la responsabilité. Les et si qui hantaient une vie avec les animaux. Finalement, elle se leva, ramassant sa tasse vide. « Franklin, dit-elle doucement, tu n'es plus cet homme. Et tu es le seul qui puisse sauver ce chien. Ne laisse pas ton passé le tuer aussi. » Elle le laissa seul avec le berger endormi, ses mots, censés être un réconfort, sonnant comme un jugement. Ne laisse pas ton passé le tuer ou elle aussi. Il fixa Wolf. L'horloge de 7 jours tournait, encore 4 jours. Il essayait de construire la confiance avec un animal traumatisé, un vétéran. Mais sur quoi la construisait-il? Un mensonge. Il projetait son propre échec sur Wolf. Il voyait l'esprit de Max dans chaque battement d'oreille du chien.
Il ne sauvait pas Wolf. Il essayait de se sauver lui-même. Il réalisa, avec une peur froide et dégoûtante, qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas apprendre à Wolf à faire confiance au monde s'il ne pouvait même pas faire confiance à sa propre mémoire. La confession à Meredith ne l'avait pas libéré. Elle lui avait seulement montré la profondeur de sa prison. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de validation. Il ne savait pas de quoi il avait besoin. Pardon. Il devait affronter la vérité, la vraie vérité, pas seulement l'histoire qu'il s'était racontée pendant 15 ans. Il se leva, ses articulations protestantes contre le froid. La tête de Wolf se leva immédiatement. Un léger grognement retentit doucement dans sa poitrine. Franklin marmonna, sa voix épaisse. Facile. Je reviens. Il sortit de l'unité de quarantaine, passa le comptoir d'accueil vide et pénétra dans la nuit froide et vive du Nouveau-Mexique. La lune était d'un croissant, les étoiles scintillaient dans le ciel noir. Il conduisit. Il n'alla pas à son camion pour dormir. Il démarra le moteur, le son était fort dans le parking silencieux, et s'engagea sur l'autoroute. Il passa le magasin d'aliments pour animaux, le centre-ville endormi. Il se dirigea vers le seul endroit ouvert toute la nuit en ville, la station-service ouverte 24 heures sur 24 à l'intersection de l'Interstate. C'était un îlot de lumière fluorescente vive. Il se gara près de la pompe à air, loin du bâtiment principal. Il passa les rangées de snacks et de sodas jusqu'à l'arrière, où un vieux téléphone public usé était accroché au mur. Il n'avait jamais appelé l'un de ceux-là. Il ne se souvenait pas. Il sortit son portefeuille de sa poche arrière. Il était vieux, le cuir était craquelé. Caché derrière un rabat en tissu, il y avait un petit bout de papier fané et plié. Il ne l'avait pas regardé depuis 2005. Il y avait un nom et un numéro dessus, James. Ses doigts étaient raides, maladroits à cause du froid et d'une peur paralysante soudaine. Il laissa tomber une pièce et l'entendit tomber et rouler sur le sol. Il la laissa. Il en sortit une autre. Sa main trembla. Il inséra la pièce. Il souleva le lourd et froid combiné et composa les numéros. Le son de la connexion était anormalement fort. Un clic mécanique. Une pause, puis une longue sonnerie lointaine. Une fois, deux fois, à la troisième sonnerie, une voix décrocha. Pace et rauque de sommeil. Oui, qui est-ce? La gorge de Franklin était sèche. Il appuya son front contre le métal froid du boîtier du téléphone. James, c'est Franklin Hayes. Le silence de l'autre côté fut absolu. Il dura 5 secondes, puis 10. Franklin pouvait entendre le faible bourdonnement électrique de la ligne ouverte. Il pouvait entendre le bourdonnement des congélateurs de la station-service derrière lui. Quand James parla de nouveau, sa voix était complètement différente. Elle n'était pas endormie. Elle était froide, vive et pleinement éveillée. Franklin. Le nom était une accusation, après 15 ans. Quoi? Tu es vivant. Pourquoi m'appelles-tu? James, je devais juste. Tu devais. La rage contenue pendant 15 ans explosa à travers le combiné. Tu as disparu, mec. Juste parti. Pas d'enterrement, pas de veillée, pas un mot. On pensait que tu étais mort. On pensait, on ne savait pas quoi penser. Pourquoi m'appelais-tu maintenant, à 3 heures du matin? Franklin le méritait. Il inspira pour se calmer. Tu as raison. Je suis désolé, James. Je n'étais pas... Je ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas? Qu'en est-il du reste d'entre nous, Frank? Qu'en est-il des gars qui ont dû porter sa caisse? Et moi, j'appelle à propos de Max, dit Franklin, forçant les mots de sa voix, une voix basse et rauque. Une autre pause. La colère dans la voix de James se brisa, remplacée par une tristesse soudainement lasse. Max, qu'en est-il de lui? Je dois le dire, dit Franklin en fermant les yeux. J'en ai besoin. J'ai besoin que tu saches que c'était ma faute, James. J'ai hésité. Je l'ai envoyé. J'ai donné un mauvais ordre. Je l'ai fait tuer.
Il se prépara à la confirmation que James accepterait enfin d'exprimer la culpabilité qui avait été son seul compagnon pendant 15 ans. Au lieu de cela, il y eut un étrange son étouffé. Ce n'était pas un accord. C'était de l'incrédulité. « De quoi tu parles? » dit James. « Mauvais ordre? » « J'ai hésité, » répéta Franklin, sa voix se brisant. « J'aurais dû me retirer. J'étais fatigué. Je l'ai envoyé. Je l'ai tué. C'est ce que tu t'es dit? » La voix de James devint aiguë avec une nouvelle énergie frénétique. « Pendant 15 ans, c'est la raison pour laquelle tu as disparu. Tu penses que c'était ta faute? C'est la vérité, » murmura Franklin. Non, le mot était un cri, une négation de toute la réalité de Franklin. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu es fou? Tu penses que c'était ta faute? Franklin était stupéfait. Ses pensées s'emballaient. J'ai vu l'explosion. Tu n'as rien vu, James Aeleta, presque maintenant. Un son brut et douloureux. Tu étais fatigué. Nous étions tous fatigués. Mais Max était parfait. Il a alerté. Tu l'as appelé. Tu avais raison, mais l'IED, ce n'était pas là où il alertait. C'était un leurre. Frank avait mis un piège pour l'équipe de déminage. Franklin appuya sa tête contre le métal froid. Le monde basculait. Quoi? C'était un secondaire, dit James, sa voix épaisse et humide. Une plaque de pression. Visant nous. Max a alerté sur le premier de l'heure, mais ensuite il a senti le deuxième. Il savait que c'était pour nous, non? Non, oui. Il n'a pas avancé à cause de ton ordre, Frank. Il a bougé parce que je l'ai fait. La voix de James se brisa. J'ai quitté la ligne, j'ai avancé vers le leur. Et Max, il a sauté, il m'a frappé, il m'a taclé, m'a fait tomber de la plaque. Il a pris tout le choc lui-même. Il m'a sauvé, Frank. Le combiné trembla dans la main de Franklin. Il est mort en me sauvant. James ne pleurait pas. J'étais celui qui couvrait. J'étais celui qui a fait l'erreur. La station-service, le téléphone, la nuit froide, tout se dissipa. Franklin fut frappé par une vérité si profonde qu'elle faillit le faire s'effondrer. 15 ans. 15 ans d'exil auto-imposé, de silence, de fuite devant un échec qui n'avait jamais été le sien. Sa culpabilité n'était pas erronée. Elle était juste mal placée. Il n'était pas coupable d'un mauvais ordre. Il était coupable d'avoir disparu. Il était coupable d'avoir laissé James, son coéquipier, porter seul cette histoire. La vraie histoire. Pendant 15 ans. James, dit Franklin, sa voix creuse, méconnaissable. Je ne savais pas. Je suis tellement désolé. Oui, dit James, sa voix rauque et usée. C'est parce que tu as couru. Tu as couru, Frank. Et tu nous as laissé, nous le reste, gérer. Le gérer, lui, comme un héros. Tout seul, la ligne était silencieuse. Franklin pouvait entendre James frissonner, respirer. « Je suis content que tu ne sois pas mort, mec, » dit James finalement. « Je le suis vraiment. Mais je dois y aller. » Un léger clic et la ligne devint morte. Franklin se tenait sous la lumière dure et bourdonnante de la station-service, le récepteur mort à la main. Il n'était pas libéré. On lui avait seulement donné une autre série de chaînes, plus lourdes. Il n'était pas un échec, il était un lâche. Il raccrocha lentement le téléphone. Il regarda ses mains. Il avait essayé de sauver Wolf d'un fantôme, d'une erreur qui n'avait jamais eu lieu. Il se retourna et marcha dans l'obscurité froide. Il monta dans son camion. Il devait y retourner. Non pas pour sauver Wolf de son passé, mais pour les sauver tous les deux du présent. Le retour de la station-service fut un flou. L'autoroute sombre se déroulait devant ses phares, mais Franklin voyait une route baignée de soleil à Kandahar. Il n'était pas soulagé. Il était réaligné. La culpabilité écrasante et étouffante de l'échec, celle qu'il avait définie pendant 15 ans,
Celle qui avait été son seul compagnon sur la montagne avait disparu. Il n'avait pas donné de mauvais ordre. Il n'avait pas hésité. Au lieu de cela, il y avait un autre chagrin, plus aigu, le chagrin de la lâcheté. Max n'était pas mort simplement. Il s'était sacrifié. Il était mort en sauvant James et en sauvant l'équipe. Et Franklin n'était pas resté pour l'honorer. Il n'avait pas soutenu ses coéquipiers. Il avait emballé son chagrin dans un mensonge et avait disparu. Il avait laissé James porter seul la vérité de ce jour. Il avait laissé l'héritage de Max être défini par une erreur qui n'avait jamais été commise. Il saisit le volant, ses jointures blanches. Il comprenait maintenant. Il n'essayait pas seulement de sauver un chien traumatisé d'une date limite de 7 jours. Il essayait de réparer un abandon de héros. Il arriva au refuge alors que la première lumière pâle de l'aube colorait le ciel oriental de violet. Le terrain était vide. Il lui restait 3 jours. Il marcha vers l'unité de quarantaine avec un nouveau et lourd objectif. Il entendit Wolf bouger avant de le voir. Un léger grognement d'avertissement. Le son d'un animal se préparant au stress inévitable de la journée. Franklin s'arrêta au crochet à clé près de la porte. Jared lui avait donné une clé. Après l'ordre de 7 jours, il la décrocha. Il ne prit pas son tabouret. Il ne prit pas son livre. Il marcha jusqu'à la porte de l'enclos de Wolf. Le chien se releva, immédiatement alerte. Quand Franklin ne s'arrêta pas, ne s'assit pas, le grognement de Wolf s'intensifia. Il sauta vers la porte, la frappant avec ses pattes avant. Un son métallique et bruyant d'avertissement. Reste loin. Franklin l'ignora. Il inséra la clé dans le lourd cadenas. Le son du cadenas qui s'ouvrait fut anormalement fort dans le couloir de béton. Wolf explosa. Il se jeta contre la porte, aboyant un son profond, paniqué et terrifiant. Il claquait des dents, claquant contre la chaîne, ses yeux blancs de panique. « Je vais te tuer si tu entrais ici. » Franklin prit une profonde inspiration. Il ne sentait pas l'eau de Javel du refuge. Il sentait la poussière d'Afghanistan. Il n'avait plus peur de son passé. Il en avait juste marre de le fuir. Il fit glisser le loquet. Il ouvrit la porte juste assez pour se glisser à l'intérieur et la referma derrière lui. Le clic du loquet sonna comme un coup de feu. Wolf hurla. Ce n'était pas un aboiement. C'était un son aigu, effrayé, désespéré, alors qu'il reculait, heurtant le mur de béton lointain. Il était acculé. Il était piégé. Il grognait, ses lèvres retroussées, son corps tremblant si fort que Franklin pouvait le voir à 3 mètres. Franklin ne bougea pas. Il se tint juste, le dos à la porte, donnant au chien tout l'enclos. Il ne se fit pas petit, il ne détourna pas le regard. Il se tint juste là, un homme qui avait enfin cessé de courir. Les grognements paniqués du chien remplirent l'air. Mais à travers la panique, Wolf vit cet homme pour la première fois. Ce n'était pas l'homme sur le tabouret. Cet homme était tendu, recroquevillé, tourmenté par quelque chose. Wolf pouvait sentir la culpabilité, la peur, l'hésitation. Cet homme était une menace parce qu'il était imprévisible. Cet homme était différent. Il était lourd, il était triste. Mais la peur avait disparu. L'agitation, l'énergie coupable avait disparu. Cet homme était solide. Il était un ancre et Wolf, dans son océan de peur, n'avait aucune idée de ce qu'il fallait en faire. Le grognement s'arrêta. Il devint un grognement bas et confus. Les oreilles du chien étaient toujours dressées, mais sa tête était haute. Alors que Franklin bougeait lentement, il s'abaissa. Il ne s'accroupit pas comme un maître chien, prêt à bondir. Il s'agenouilla, une position de vulnérabilité totale. Il posa ses mains sur ses cuisses. Il regarda le chien, et Wolf le regarda en retour. C'était un héros, murmura Franklin, sa voix rauque. La tête de Wolf s'inclina. Le grognement s'arrêta. Il fut remplacé par un gémissement aigu et inquiet. Son nom était Max, dit Franklin. Les mots pour lui-même, pas pour le chien. Ce n'était pas un échec. C'était un héros. Et moi, je l'ai abandonné. Je me suis enfui.
Il ne se confessait pas à Wolf. Il se confessait devant lui. Il exposait son âme brisée et réarrangée sur le béton froid. Il était un maître chien sans les astuces de maître chien. Il était juste un homme qui disait enfin la vérité. Tout le corps de Wolf sembla se dégonfler. La peur qui le tenait raide fut remplacée par un calme profond et épuisé. L'homme n'était pas une menace. L'homme était aussi brisé que lui. Le chien fit un pas hésitant, puis un autre. Il avançait lentement, le ventre bas, ses pattes silencieuses sur le béton. Il s'arrêta juste hors de portée de Franklin, son nez noir frémissant, reniflant l'air, lisant l'histoire sur lui. Il sentit le sel des larmes versées, l'adrénaline d'une vérité de 15 ans. Franklin ne bougea pas. Il n'offrit pas de main. Il attendit juste. Wolf fit le dernier pas. Il tendit son long cou gris, puis, dans un geste de confiance profonde et inexprimé, il appuya durement sa tête contre la poitrine de Franklin. Il ne poussait pas. Il ne léchait pas. Il appuyait juste, comme s'il essayait de soutenir Franklin. Ou peut-être de se soutenir lui-même. Il s'ancra à la seule chose solide dans son monde. La respiration de Franklin s'arrêta. Il ferma les yeux lentement. Il leva les mains. Il ne caressa pas le chien. Il enveloppa la large tête du berger, ses doigts s'enfonçant dans le sol épais et rugueux, et il le tint pour la première fois depuis 2005. Franklin Hayes pleura. Il pleura pour le sacrifice de Max. Il pleura pour la solitude de James. Il pleura pour les 15 années qu'il avait perdues à cause d'un mensonge. Il tint le chien traumatisé et tremblant, et le chien le retint. Et dans le couloir froid et silencieux du refuge, 2 vétérans, 2 soldats brisés, commencèrent à guérir. Ils restèrent ainsi longtemps un monument silencieux de cicatrices partagées. Cette nuit-là, tout changea. La journée avait été un triomphe. En fin de soirée, Franklin avait introduit la muselière avec une lenteur laborieuse. Wolf l'avait détestée. Il avait reculé, mais l'avait permise. Il l'avait associée à la présence calme de Franklin. Vers 4 heures, il avait même fait quelques pas en laisse dans l'enclos. Meredith avait regardé, pleurant silencieusement. « Nous l'avons, » dit Franklin, sa voix claire d'espoir. « Nous pouvons le filmer demain. Nous respecterons le délai. » Franklin avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 15 ans. Un soupçon de paix. Il décida de rentrer chez lui, dans sa cabane, pour une vraie nuit de sommeil, la première en 1 semaine. Il serait de retour au lever du soleil. Le trajet en montagne fut étrange. L'air était lourd, épais, et d'une couleur jaune-vert oppressante. Il n'y avait pas de vent. C'était le genre de silence profond et surnaturel qui précède une rupture violente. Il était dans sa cabane, réchauffant une boîte de soupe, quand l'air se brisa. Ce n'était pas un grondement doux. C'était un claquement sec et secouant qui fit trembler les fenêtres de la cabane dans leur cadre. Cela ressemblait exactement à de l'artillerie entrante. Franklin laissa tomber la cuillère en métal. Elle cliqueta bruyamment sur le sol. Il ne scia pas. Il disparut. Il était immédiatement au sol, le dos contre le mur, la tête couverte, le corps tendu pour l'onde de choc qui arrivait. Il n'était pas au Nouveau-Mexique. Il était à Kandahar. L'air avait le goût de la poussière et de l'ozone. À des kilomètres de là, au refuge, le même son. Les murs de béton de l'unité de quarantaine, construits comme un bunker, amplifièrent le son, le faisant résonner. Wolf dormait. Le son le frappa et il se réveilla instantanément. Il n'était pas dans un chenil. Il était dans une zone de guerre. Il se redressa, hurlant. C'était un son aigu, fin et terrible. Le son d'un animal en pure panique aveugle. Encore un coup de tonnerre sec. Celui-ci, encore plus fort, fit trembler le bâtiment. Wolf se jeta contre la porte de son chenil. C'était la même porte qu'il avait frappée pendant des jours, celle dont le loquet était déjà tendu et endommagé. Il la frappa 2 fois, un projectile de 40 kilos de pure terreur. Au 3e impact, le loquet métallique, qui n'avait été que temporairement sécurisé par Jared après la première rupture, finit par céder.
Le métal hurla. La porte s'ouvrit en grand. Wolfe était dehors. Il ne s'arrêta pas. Il ne regarda pas. Il était une traînée grise et blanche, poussée par un déclencheur de SSPT si profond qu'il n'était plus un chien, mais un nerf. Il traversa le couloir sombre, passa le comptoir d'accueil vide et percuta la porte d'entrée qui était verrouillée. Il se retourna, courut vers la clinique et trouva une chatière, une grande trappe pour faire passer des fournitures. Il s'y glissa et tomba dans la nuit. Il courut dans le chaos sauvage et déchaîné de la tempête. La pluie était un mur d'eau solide. Le tonnerre était une explosion constante. Il ne courait nulle part. Il fuyait la guerre. L'aube après la tempête était d'une clarté surnaturelle. Le ciel était d'un bleu pâle, mais le sol était le chaos. Le vent avait balayé la vallée, laissant une traînée de débris, branches brisées et poubelles renversées. David arriva au refuge à 7 heures du matin pour sa vacation. C'était son premier jour de retour depuis le congé forcé dû à sa blessure, et il était venu préparer, sa main dans un nouveau bandage plus léger. Il portait l'avis officiel de 7 jours. Avec seulement 2 jours restants, il était prêt à en finir. Il vit les dégâts à l'unité de quarantaine avant même de sortir de son camion. La porte du chenil de Wolfe n'était pas seulement déverrouillée. Elle pendait de travers à un gond, le métal tordu vers l'extérieur. Le sol en béton de l'enclos était glissant des empreintes de pattes boueuses. Le souffle de David s'arrêta. Il ne ressentit pas de colère au début. Il ressentit une peur froide et piquante qui commença dans sa nuque. Son ancien traumatisme, le souvenir de l'agression d'il y a 5 ans, s'enflamma immédiatement. Ce chien aussi avait été calme, maniable, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus, murmura-t-il. Il suivit les empreintes de pattes, sa bonne main posée sur la lampe de poche tactique à sa ceinture, la Prince et la Day à travers le couloir jusqu'à la clinique. Il vit la chatière. Elle était cassée, des éclats de plastique éparpillés sur le sol. Il est dehors, le monstre, la responsabilité, la bombe à retardement dont il les avait tous avertis, était lâche dans la communauté. Il était lâche près de l'école, près du bétail. Il se précipita vers son camion, son cœur battant dans ses côtes. Il n'appela pas Jared. Il n'appela pas Meredith. Il composa le répartiteur sur sa radio de comté. Ici David 14, G1 1031. Il utilisa le code pour une urgence animale. Berger MWD agressif de niveau 4, évadé du refuge du comté de Taos. Il est lâche, dangereux et un risque majeur pour le public. Je suis en train d'appliquer les protocoles de confinement. Il marqua une pause, sa voix tremblante, et je suis armé. Il n'attendit pas de réponse. Il démarra son camion et se dirigea vers les collines qu'il connaissait, comme Franklin, où un animal effrayé s'enfuirait. Le téléphone dans la cabane de Franklin était une intrusion. C'était une vieille ligne fixe, et le tintement strident et mécanique était un son qu'il n'avait pas entendu depuis des mois. Il venait de se réveiller, raide et courbaturé. L'adrénaline de son flashback induit par l'orage laissait un goût amer dans sa bouche. Il décrocha, sa voix un grognement rauque. « Oui? Franklin! » La voix de Meredith était aiguë, frénétique et écrasante. « Il est parti! Il est parti! » Franklin était immédiatement éveillé. Meredith, doucement. « Qui est parti? »« Wolfe! L'orage! »« Oh, Franklin! L'orage de la nuit dernière! » Le tonnerre! Ça a dû le terrifier. Il a cassé la porte du chenil. Il est parti. Franklin enfilait déjà ses bottes. « Où est-ce Jared? »« Je ne sais pas. Je viens d'arriver ici. »« Mais David! Le camion de David est parti et il ne répond pas à sa radio. Il est, Franklin. Il le chasse. Je sais qu'il va le tuer. » Franklin ferma les yeux. La dure vérité de James était encore fraîche. Il était mort en me sauvant, et maintenant, un autre vétéran était pourchassé parce qu'il avait peur. « Où ira-t-il, Franklin? » supplia-t-elle. « Les hauteurs, dit Franklin,
attrapant sa vieille veste en cuir marron. Il ira en hauteur, loin du bruit. Il cherchera une position défendable. Il savait exactement où. L'ancienne exploitation minière, abandonnée depuis les années 70, un labyrinthe de rochers et de grottes. Retrouve-moi au pied du sentier de la vieille mine de Sonora. Il ne raccrocha pas. Il laissa simplement le combiné tomber sur le crochet et sortit par la porte. Il descendit la montagne en camion à une vitesse contrôlée qui frôlait la témérité. Il n'était pas seulement un homme en mission de sauvetage. Il était un maître chien en mission. Il les vit au début du sentier. 2 camions du comté de White-Garry à des angles étranges et la petite berline de Meredith garée au hasard, comme si elle avait freiné brusquement et en était sortie. David était là et il n'était pas seul. Il avait 2 autres jeunes agents avec lui qui semblaient tous 2 nerveux. David n'était pas nerveux. Il était raide de sa propre peur, qui s'était manifestée par une certitude froide et terrible. Il tenait d'un fusil délivré par le comté, le gardant bas et prêt. Meredith se tenait devant lui, les bras tendus, des larmes coulant sur son visage. « David, tu ne peux pas! Tu n'as pas l'autorité! Jared n'a pas approuvé ça! Je n'ai pas besoin de sa signature, » dit David d'une voix neutre. « C'est une menace publique active. Cette chose m'a agressé, et maintenant, elle est en liberté. J'ai toute l'autorité maintenant. Écarte-toi, Meredith. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas une chose, c'est un vétéran. Il a juste peur. »« Moi aussi, » cria David, son contrôle cédant enfin. « Moi aussi. Et je ne laisserai pas ce qui m'est arrivé arriver à un enfant qui marche à l'école. Maintenant, bouge. » Il la poussa par l'épaule, la faisant perdre l'équilibre. Il arma l'action. Le son métallique d'un glissement et d'un clic net était terriblement définitif. « Pose ça, David. » La voix de Franklin coupa l'air froid du matin. Il n'était pas bruyant, mais elle avait l'autorité d'un homme qui avait consacré sa vie à donner des ordres qui ne pouvaient être remis en question. David se retourna. Franklin sortit de son camion. Il était une silhouette longue et mince contre la lumière vive du matin. Il portait la vieille veste en cuir marron ouverte, le col de sa chemise à carreaux rouges et bleu marine visible en dessous. Son visage, encadré par la barbe striée de gris, était taillé dans la pierre. Il marchait lentement et délibérément vers le groupe. Il s'arrêta à environ 4,50 m de David. « J'ai dit, » répéta Franklin, sa voix dangereusement silencieuse, « pose ce fusil. » « Mêle-toi de tes affaires, vieil homme, » dit David, « ces jointures blanches sur le fusil. C'est toi qui l'as bousillé. C'est ta faute. Je vais en finir. »« Ce n'est pas une menace, » dit Franklin. « C'est un soldat. Il est piégé. Il appelle à l'aide. Ce n'est pas de l'aide. » David ricana. Sa peur le rend cruel. « C'est comme ça qu'il sonne avant de t'arracher le bras. Je connais ce son. Alors tu devrais connaître le son d'un homme qui te donne un ordre légal. » Une nouvelle voix retentit. Une berline sombre, un ancien modèle d'intercepteur de police, s'était arrêté, bloquant complètement le sentier. Jared en sortit. Ce n'était pas le directeur de refuge fatigué et voûté. Il portait un vieux coupe-vent sombre avec les lettres délavées Taos PD Rescue sur la poitrine. Il se tenait droit, l'autorité de son ancien capitaine de police rayonnant de lui comme une force physique. Il marcha directement entre Franklin et David. Il regarda David, son regard plat et dur comme du fer. « David, je sais ce que tu penses, » dit Jared, sa voix un ordre. « Je sais ce dont tu te souviens, mais ce n'est pas ce jour-là, et ce n'est pas ce chien. Tu es émotionnellement compromis. Donne-moi le fusil. »« Jared, j'ai l'autorité. »« Non, tu ne l'as pas, » claqua Jared, et les 2 autres agents reculèrent d'un pas. « Tu as une recommandation. Je suis le directeur de cette installation. Ce chien appartient au refuge et il est sous ma juridiction jusqu'à l'expiration de ce délai de 24 heures ou jusqu'à ce que je signe les papiers. Et je ne les ai pas signés. » Il pointa du doigt la poitrine de David. «
Tu chasses ma propriété. Tu menaces un citoyen. Il fit un signe à Franklin. Et tu recules. C'est un ordre direct. L'impasse était absolue. Le visage de David était pâle, sa respiration irrégulière. Il était en guerre avec son propre traumatisme et il perdait. Lentement, d'une main tremblante, il baissa le fusil. Jared ne se détendit pas. Il se tourna vers David, un geste calculé de domination, et regarda Franklin. Il regarda la montagne, puis l'homme. « Tu avais raison, » dit Jared, sa voix plus douce maintenant. « Surtout. » J'étais tellement pris par la gestion des règles que j'ai oublié de résoudre le problème. Il hocha la tête vers Franklin. « Tu as été inspiré pour l'aider et honnêtement, Franklin, en te regardant, tu m'as inspiré. » Il fit un pas de côté. « Tu sais où il est, n'est-ce pas? »« Je sais où il se cachera, » dit Franklin. « Va le chercher, » dit Jared, se retournant vers David. « Nous serons ici. Nous sécuriserons le périmètre. Mais personne ne montera ce sentier. Personne. » Il regarda sa montre. « La date limite est demain après-midi. Mais je te donne 24 heures à partir de maintenant. Va chercher ton soldat. » Franklin regarda Meredith, qui sanglotait de soulagement. Il regarda Jared, qui lui adressa un signe de tête sec et respectueux. Il regarda David, qui fixait le sol, vaincu par sa propre peur. Franklin se détourna d'eux tous. Il regarda la montagne, sa montagne, et commença à grimper. Franklin laissa le bruit derrière lui, les cris, les camions, la peur de David et la responsabilité fatiguée de Jared. Tout s'estompa au moment où il monta sur le sentier. C'était son monde. L'air du désert de haute altitude était propre, lavé par la tempête. Il avançait avec un but qu'il n'avait pas ressenti depuis 15 ans. Il n'était plus l'ermite. Il était le maître chien. Il grimpait, ses bottes trouvant de l'adhérence sur les roches glissantes et humides. Il avait la cinquantaine, mais il bougeait avec la grâce économe d'un homme qui comprenait la montagne. Il ne marchait pas seulement. Il suivait. Les signes étaient trop faciles à lire. Les empreintes de pattes dans la terre rouge humide étaient profondes, désorganisées, les orteils écartés d'un animal courant en panique aveugle. Il vit où Wolf avait glissé, les marques d'escalade dans la boue, les éclats d'une branche qu'il avait brisée. Ce n'était pas une fugue, c'était une retraite. Franklin savait exactement où le sentier menait. Lui aussi avait cherché des espaces défendables. La mine de Sonora n'était plus en activité depuis les années 70. C'était une cicatrice sur le flanc de la montagne, un labyrinthe dangereux d'équipements abandonnés, de schistes meubles et de trous sombres et séduisants. C'était la forteresse parfaite pour un soldat effrayé et blessé. C'était un trou d'homme. Il atteignit la dernière crête, sa respiration était calme, ses yeux balayaient la zone. C'était silencieux. Le seul son était le vent qui soufflait à travers les pins pignons. « Wolf !» cria-t-il. Sa voix n'était pas un ordre. C'était un murmure doux et calme, à peine plus fort que le vent. « Il est passé par ici. Je suis ici. » Il fut accueilli par le silence. Il savait que le chien était ici. La panique l'avait probablement épuisé. Il se dirigea vers la zone de traitement principale, une étendue plate de rochers parsemée de métal rouillé. « Soldat calme, dit-il, parlant dans l'air. Nous parlons juste. » Puis il l'entendit. Ce n'était pas un aboiement. C'était un grognement bas et grondant, si profond qu'il ressemblait à un moteur tournant. C'était désespéré, et cela venait d'en bas. Franklin suivit le son. Il s'arrêta au bord d'une fissure profonde et étroite dans la roche. C'était une entrée de mine effondrée, une cicatrice verticale sombre d'environ 2,50 m de large et 6 mètres de profondeur. Il regarda en bas. Une paire d'yeux ambrés, sauvages de peur, le fixa depuis l'ombre. Wolf. Il était coincé au fond. Il avait dû courir dans l'obscurité, paniqué par la tempête, et était tombé. Il essaya de se tenir debout, mais sa patte arrière droite était écartée à un angle anormal, retenue par un enchevêtrement de vieilles armatures et de roches meubles.
Il était piégé. Quand il vit Franklin le regarder d'en haut, Wolf sauta aussi loin qu'il put, claquant des dents en l'air, son corps tremblant d'un grognement furieux et terrifié. Il était acculé, blessé et prêt à se battre jusqu'à la mort. Le cœur de Franklin lui faisait mal. Il ne voyait pas un monstre. Il voyait la fin du chemin d'un soldat. Il ouvrit sa vieille veste en cuir marron, la partie à carreaux de sa chemise visible en dessous. Il devait descendre là-bas, mais la descente par où Wolf était tombé était une chute droite. C'était impossible. Il longea le bord de la fissure, ses yeux cherchants. À 20 mètres en contrebas, la roche s'inclinait. C'était une pente raide et traîtresse de schistes meubles et de gravier, mais elle menait à une étroite corniche à environ 1,50 m au-dessus de l'endroit où Wolf était coincé. C'était le seul moyen. Franklin s'assit sur le bord, ses talons dans ce sol, et commença à glisser. Le bruit de la roche, un grattement fort et abrasif, fit entrer Wolf dans une nouvelle frénésie de panique. Franklin glissa plus vite qu'il ne l'avait prévu, le gravier arrachant ses paumes et la peau dure de sa veste. Il frappa la corniche avec force, lui coupant le souffle. Ses mains lui piquaient. Wolf était paniqué, mordant la paroi rocheuse, sa propre patte piégée, la nouvelle menace qui venait de le rejoindre dans sa prison. Calme, Franklin haleta, sa voix un murmure bas et rauque. Calme. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Il ne s'approcha pas. Il s'assit sur la corniche, ses jambes pendant à seulement 1,50 m au-dessus du chien terrifié. Il resta là, le dos contre la pierre froide, et il se contenta de s'asseoir. Il laissa le silence s'étendre. Il laissa la panique de Wolf s'éteindre. Le chien grogna, aboya et finit par s'épuiser, se réduisant à un grognement bas et désespéré. Franklin regarda sa main gauche. La glissade lui avait déchiré la paume. Elle saignait abondamment, une goutte sombre et régulière sur la roche. Il fouilla dans la poche de sa veste. Un maître chien était toujours préparé. Il sortit une petite trousse de premier secours en toile. Wolf le regardait, sa tête basse, suivant chaque mouvement de Franklin. Il ouvrit la trousse, en sortit une lingette nettoyante et siffla en mordant l'antiseptique dans la plaie ouverte. Il commença à panser sa propre main lentement et méthodiquement. « C'était un héros », dit Franklin, sa voix résonnant doucement dans la fissure. Le grognement de Wolf s'interrompit. Ses oreilles tremblèrent au son. « Max, mon partenaire, » dit Franklin en enroulant la gadasse. « J'ai dit à Meredith que je l'avais fait tuer. Je me suis dit que pendant 15 ans, je m'étais caché avec cette montagne, Wolf. Je me suis caché derrière ce mensonge parce que je pensais que c'était la vérité. » Il fixa le bandage. Il regarda sa propre main bandée, puis le chien. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité est plus difficile. C'était un héros. Il a vu un piège, un deuxième appareil visant nous, moi et mon ami, et lui. Il n'a pas hésité. Il l'a attrapé. Il a pris toute l'explosion. Il est mort en nous sauvant. Wolf laissa échapper un gémissement aigu et effrayé. Il écoutait. « Et j'ai couru, » dit Franklin, sa voix épaisse de la honte qu'il ne s'était pas autorisé jusqu'à présent. J'ai fui son souvenir. J'ai fui mon équipe. J'ai laissé mon ami James porter cette histoire tout seul, la vraie histoire. Et moi, je suis piégé, Wolf. Piégé sous cette lâcheté pendant 15 ans. Il regarda le berger dont la patte était coincée sous le métal rouillé. Nous sommes tous les deux piégés, n'est-ce pas? Nous, soldats. Moi par un mensonge. Toi par ce que ces hommes t'ont fait. Par le tonnerre, par ce trou. Il prit une profonde inspiration, l'air froid et humide remplissant ses poumons. Mais aujourd'hui, nous sortons tous les deux. Franklin se leva sur la corniche étroite. Il détacha sa épaisse ceinture en cuir, celle qu'il portait depuis 20 ans. Il la fit glisser des passances de son jean. Il regarda en bas. Je descends. Platz. À terre, Wolf. Le chien, entendant l'ordre, baissa instinctivement la tête, son corps tremblant. Franklin se laissa tomber prudemment de la corniche, les derniers 5 pieds jusqu'au fond du ravin, atterrissant légèrement.
Wolf grogna par réflexe, mais il ne sauta pas. Il était trop faible, trop effrayé et peut-être trop curieux. Doucement, doucement, marmonna Franklin. Il ne s'approcha pas de la gueule qui grognait. Il s'approcha de la patte piégée. Je vois le problème. Nous le résolvons. Il bougeait lentement, comme un homme désamorçant une bombe. Il fixa sa ceinture, faisant passer la boucle à travers l'extrémité, créant une grande laisse temporaire. Il la tint. D'accord, c'est juste un outil. C'est juste pour aider. Il la fit glisser lentement sur la tête de Wolf et sur son cou épais. Wolf recula, mais le permit. Il était trop fatigué pour se battre. Bon garçon, murmura Franklin. Guter Junge. Il la serra juste assez pour qu'elle soit une laisse, pas un étranglement. Il regarda la patte piégée. L'armature était tordue, mais la roche était lâche. Franklin attrapa le plus gros morceau de roche et le souleva avec un gémissement. Wolf hurla un son aigu et douloureux alors que la pression se relâchait. Il était libre, mais il était boiteux. Il essaya de se tenir debout, mais sa patte arrière ne pouvait pas supporter son poids. « Je sais, dit Franklin, je sais que ça fait mal. » Il regarda autour de lui. Le chemin par où il était venu était impossible à remonter, surtout avec un chien blessé. Mais au bout de la crevasse, à 20 mètres, l'éboulement avait créé un sentier en pente raide et étroite. C'était un sentier de chèvre, presque vertical, mais c'était une issue. « C'est la partie la plus difficile, » dit Franklin en tirant doucement sur la laisse. « Nous devons grimper, je suis avec toi. » Nous y allons ensemble. Il commença à grimper, se hissant sur les premiers mètres de roche meuble. Il regarda en arrière. Wolf se tenait sur 3 pattes, gémissant, terrifié d'être laissé derrière, mais terrifié de bouger. Franklin redescendit. Il posa sa main sur la large tête de Wolf. « Tu es un soldat. Tu es un héros. Tu ne mourras pas dans ce trou. » Il ne donna pas l'ordre avec colère, mais avec la certitude profonde et inébranlable d'un maître chien. « Allez, allez !» Wolf le regarda. Il vit le sentier. Il vit l'homme et il choisit. Avec un cri douloureux, il posa ses pattes avant sur la première roche. Il grimpa, sa patte blessée traînant inutilement. Franklin donna l'ordre d'avancer juste devant lui, utilisant la laisse comme guide, pas comme une ligne. Ce fut une ascension douloureuse et désespérée. Wolf pesait 40 kilos de poids mort et d'adrénaline. Franklin grimpait, son propre corps douloureux. Il glissait, des pierres tombaient. Wolf hurlait quand sa patte heurtait la pierre, mais il continuait à grimper. Il suivait l'ordre. Il faisait confiance à la voix. Ils étaient un désordre de terre, de sang et de sueur. Franklin traînait. Wolf grimpait. Tous deux bougeaient comme une seule unité de désespoir et de confiance. Franklin attrapa le dernier bord. Il se hissa au sommet. Il se retourna, se cala et tira Wolf. Wolf fit un dernier effort désespéré et s'effondra sur le sol plat et solide du départ du sentier, ses flancs se soulevant, la gueule ouverte, haletant. Il était dehors. Il était libre. Franklin détacha sa ceinture et s'effondra à côté du chien, le dos contre un rocher. Il haletait, sa main saignant de nouveau à travers le bandage, sa veste en cuir déchirée. Wolf gémissait toujours de la douleur de sa patte, rampa les derniers 60 centimètres et posa sa tête sur les genoux de Franklin. Il commença à lécher le sang de la main déchirée de Franklin. Franklin resta juste là, levant les yeux vers le ciel bleu clair et le laissant faire. La descente fut un processus lent et éreintant. Franklin avait utilisé sa propre ceinture en cuir comme laisse temporaire, la faisant passer sous la poitrine de Wolf pour l'aider à supporter son poids. Le berger, épuisé et souffrant, s'appuyait lourdement contre la jambe de Franklin, mais il avançait, pas boiteux, pas douloureux, pas après pas. Il ne tirait pas, hein. Il ne se battait pas. L'animal paniqué et terrifié qui s'était enfui dans la tempête avait disparu. À sa place, il y avait un soldat, blessé mais déterminé,
qui avait choisi son chef. Pour Franklin, chaque pas en descendant la montagne était l'inversion de la vie qu'il avait construite pendant 15 ans. Il avait grimpé pour s'échapper. Maintenant, il descendait, supportant le poids d'un autre et revenant au monde qu'il avait quitté. Lorsqu'ils émergèrent des pins-pignons sur le sentier de gravier plat, le groupe était toujours là. C'était comme s'ils étaient figés dans le temps, un tableau de la confrontation. Meredith fut la première à les voir. Elle avait fait les 100 pas, se tordant les mains, et elle s'arrêta au milieu de sa démarche. Un son, moitié sanglot, moitié halètement, s'échappa d'elle. « Franklin! » Jared se retourna, son masque professionnel glissant dans une vague de profond soulagement. Même les deux jeunes agents qui s'étaient appuyés contre leur camion se redressèrent. C'était une vue difficile. Franklin était couvert de boue et de son propre sang séché de sa main. Sa chemise à carreaux et sa veste en cuir étaient déchirées. Son visage était marqué par l'épuisement. Et Wolf était un fantôme gris et blanc. Sa fourrure était emmêlée, sa patte arrière était complètement levée du sol, mais sa tête était haute. Son regard était fixé sur Franklin. Il lui faisait confiance. La tension était revenue, mais c'était différent. Elle était concentrée sur un seul homme, David. Il s'était tenu à l'écart, son fusil maintenant sur l'épaule. Son visage était pâle et illisible. Il les regarda s'approcher. Ses yeux n'étaient pas sur Franklin, mais sur le chien. Il vit de la boiterie, il vit la douleur, et il vit ce que personne n'avait jamais vu. Il vit d'un loup marcher calmement en laisse lâche. Tout son être était concentré sur l'homme à côté de lui. Le chien n'était pas un monstre, c'était juste un chien brisé. Meredith commença à courir vers l'avant. « Oh, Franklin, sa jambe! » « Calme, dit Franklin d'une voix douce, levant sa main bandée. « Il va bien. Il est calme. Gardons cela ainsi. » David fut celui qui bougea. Il ne dit rien. Il se retourna, marcha d'un pas raide vers son camion du comté et ouvrit la grande boîte à outils sur le côté. Il en sortit une lourde trousse de premier secours professionnel orange vif. Il marcha vers eux, et Meredith recula, s'arrêtant brusquement. Franklin resta immobile, plaçant son corps légèrement devant Wolf. David ne s'arrêta qu'à 3 mètres. Il n'essaya pas de s'approcher. Il regarda Franklin intensément, mais la peur maniaque avait disparu. Il était tout à fait professionnel, son traumatisme remplacé par une procédure. Il plaça la grande boîte sur le gravier entre eux. « Cette patte a besoin de pointes de suture maintenant, » dit David, sa voix coupée et professionnelle. « Il aura des lésions nerveuses si elle n'est pas nettoyée et immobilisée. Ma boîte a tout. » Il jeta un dernier coup d'œil au chien, puis à Franklin, un regard de profonde confusion épuisé. Il ne dit rien de plus. Il se retourna, recula et se retira dans son camion, s'appuyant contre la porte. Son rôle dans tout cela était enfin terminé. C'était sa concession. Jared s'avança et prit les choses en main. « Meredith, toi et moi allons le porter doucement à la clinique. » Franklin s'agenouilla. Wolf gémit, léchant son visage. « Ça va, soldat, » murmura Franklin. « Ce sont des amis. Tu es en sécurité. » Il détacha sa ceinture du cou de Wolf et lui tendit le berger. Il les regarda avec une douceur qu'il ne savait pas possible. Ils soulevèrent le berger de 40 kilos et le mirent dans une cage de transport. Il regarda son nouveau et fragile objectif être transporté à la clinique. Il se tenait seul au début du sentier, couvert de sang et de terre, soudainement terriblement incertain de ce qui allait se passer ensuite. Franklin. Jared se tenait à côté de lui. Il avait sorti une petite trousse de premier secours de sa voiture. « Tes mains, » dit-il en l'attendant. Franklin regarda sa propre paume déchirée et bandée. Il l'avait oubliée. Il hocha la tête et Jared commença, maladroitement mais efficacement, à nettoyer et bander la blessure. « C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue, Franklin, » dit Jared doucement en collant la gaze. « Et je ne parle pas de l'ascension. Je parle de ce que tu as fait pour David. » Franklin regarda David, qui fixait toujours le sol, vaincu par sa propre peur.
Il est piégé, tout comme le chien. Oui, dit Jared en terminant le bandage. Tu as un moyen de voir ça, n'est-ce pas? Jared remit le bouchon sur l'antiseptique. Il regarda Franklin dans sa vieille veste en cuir et sa chemise à carreaux, l'uniforme d'un homme qui n'avait sa place nulle part. Il y a une petite maison, dit Jared en désignant l'arrière du terrain du refuge, où un petit bâtiment en stock délabré se tenait sous un peuplier. Il est vide depuis des années. C'était pour le jardinier. La plomberie est en grande partie bonne, le toit est bon. Franklin le regarda simplement, ne comprenant pas. Ce n'est pas grand-chose, continua Jared, mais c'est calme. C'est ici, et c'est à toi si tu le veux. Jared, je ne peux pas payer. Je ne parle pas de loyer. La voix de Jared était sérieuse, Meredith. Elle a une liste. 3 autres chiens à l'arrière. Un chien de chasse que personne ne le laisse toucher. Un berger croisé qui vient d'un ring de combat. Des chiens que j'ai épargnés pour un miracle. Des chiens que j'ai cachés à David. Il regarda Franklin dans les yeux. Je pense que tu es le miracle, Franklin. La petite maison est à toi. La tâche, si tu le veux, est de continuer ce que tu fais. Aide-moi à les aider. Franklin regarda la petite maison. Il regarda la clinique où il pouvait entendre la voix basse et apaisante de Meredith. Il pensa à sa cabane froide et silencieuse sur la montagne, une prison de 15 ans qu'il s'était construite. Il avait fui cette montagne pour échapper à son passé, mais son passé, l'héroïsme de Max, le chagrin de James, ce n'était pas quelque chose à fuir. C'était quelque chose à honorer. Il se tourna vers Jared. « Je dois aller chercher mes affaires, dit-il. » Des mois plus tard, les premières neiges de la saison avaient recouvert la vallée. La petite maison en stuc n'était plus délabrée. La clôture cassée avait été réparée. Une nouvelle clôture de 6 pieds, sécurisée, entourait le petit jardin. Un fin filet de fumée de bois s'élevait de la cheminée. Sur le porche, Wolf dormait dans une parcelle de soleil hivernal. Il était magnifique. Sa fourrure grise et blanc était épaisse et propre. Sa patte arrière avait guéri. Elle lui laissait une légère raideur, mais elle ne le ralentissait pas. Il était chez lui, mais Franklin n'était pas sur le porche. Il se tenait près d'un des chenils isolés, celui qui avait autrefois retenu Wolf. À 6 pieds de la porte, sur le tabouret à 3 pieds, était assis un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il était tendu, les épaules voûtées. C'était Mike, un vétéran d'une guerre plus récente. Ses mains tremblaient légèrement. « Je ne comprends pas, dit Mike, sa voix tendue. Je suis assis ici. Je ne fais rien. » Il continue de trembler. Franklin n'était plus l'homme silencieux. Il se tenait calmement, appuyé contre la clôture. « Tu fais quelque chose. Tu lui apprends que ta présence n'est pas égale à la douleur. Arrête de regarder le chien, Mike. Regarde l'air autour du chien. Il n'a pas peur de toi. Il a peur de ce que tu pourrais faire. Tu dois juste rester assis là, tranquillement, jusqu'à ce qu'il apprenne que tu n'as pas l'intention de... » Mike hocha la tête, prenant une respiration tremblante. Combien de temps cela t'a-t-il pris avec Wolf? Franklin regarda sa petite maison, où Wolf venait de lever la tête. Plus longtemps qu'il n'aurait dû. Mais j'ai dû apprendre la même leçon. Meredith arriva, un presse-papier à la main. Elle n'était plus seulement une assistante vétérinaire. Elle était directrice de programme. Elle sourit à la scène. « Il a raison, Mike, dit-elle. Respire juste. » Elle se tourna vers Franklin. Le chèque du donateur est arrivé. Celui de James. Franklin sourit. L'appel à James avait mené à un autre, puis à un autre. Les premiers pas maladroits de 2 vieux amis retrouvant leur chemin. « C'est un homme bon, dit Franklin. Notre première réunion Warriors and Friends est la semaine prochaine, dit Meredith, tapotant le presse-papier. Nous avons 5 maîtres chiens et 5 chiens. Tu es prêt? Franklin regarda Mike, qui était toujours bravement assis sur le tabouret. Il regarda le chien terrifié. Il regarda sa petite maison. Sa maison. Wolf s'était levé et marchait vers lui, sa queue remuant lentement.
Franklin posa sa main sur la large et forte tête de Wolfe. Il n'était plus l'homme silencieux de la montagne. Il était juste Franklin, et il était enfin chez lui. Oui, dit Franklin, sa voix calme, et pour la première fois en 15 ans, rempli de but. Je suis prêt. Le voyage de Franklin et Wolfe nous rappelle que nos blessures les plus profondes sont souvent invisibles, et que la vraie guérison se produit rarement dans l'isolement. Il nous apprend que parfois, la seule façon de nous sauver est d'être assez courageux pour sauver quelqu'un d'autre. Si cette histoire de patience et de seconde chance a touché votre cœur, nous serions honorés de lire vos propres réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pensez à partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et rejoignez notre communauté en vous abonnant afin que nous puissions continuer à partager ces voyages. La prochaine histoire vous attend déjà et nous espérons que vous nous rejoindrez.